Robert Badinter, nommé par le président de la République à la présidence du Conseil constitutionnel, Michel Crépeau le remplace au ministère de la Justice. Le dispositif militaire aérien français au Tchad achève son installation sur l'aéroport de N'Djamena. C'est un dispositif aérien dissuasif. Le dollar perd encore de sa valeur aujourd'hui et le baril de pétrole est désormais coté en dessous de la barre des 15 $. Maurice Béjart et le ballet du XXe siècle en représentation jusqu'au 31 mars à Paris. Première création, Dionysos, au Palais des Congrès. Bonsoir. Ce mercredi, au Conseil des ministres, le garde des Sceaux, Robert Badinter, présentait son projet de réforme du Code pénal. C'était là son dernier geste de ministre de la Justice. Tout un symbole. M. Badinter était nommé quelques heures plus tard par le chef de l'État président du Conseil constitutionnel, près de 5 ans au ministère de la Justice, c'est presque un record, s'achève. Avec Hervé Brusini, nous avons retenu quelques temps forts. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Une simple phrase, un moment historique. Pour Robert Badinter, l'aboutissement d'un contrat moral passé avec lui-même mais aussi avec le pays, l'abolition de la peine capitale était la 109e proposition du candidat Mitterrand. Mais ce jour-là, à la tribune de l'Assemblée nationale, le ministre Badinter cède une dernière fois la place à l'avocat. Faillible, aussi terrible, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale. Képiba, protestation, insoumission, les syndicats de policiers, des chauffeurs de taxi, une cible unique, le garde des Sceaux, dénoncé comme seul responsable de la mort d'agents des forces de l'ordre, Badinter le laxiste. Dans les prisons pourtant, il n'y a plus assez de cellules pour les détenus. Ils sont plus de 44 000. Mai 85, printemps de la révolte carcérale. Face à elle, cette autre prison, l'autre détention proposée par Robert Badinter, finit les quartiers de haute sécurité, à présent des télévisions, des parloirs libres, des studios pour accueillir les familles. Et pourquoi pas même supprimer l'incarcération? C'est l'institution des travaux d'intérêt général, sans oublier les victimes et leur indemnisation. Tout cela en attendant le projet du garde des Sceaux. La réforme du code pénal napoléonien, plus de 4 années de travail. Une sorte de grande œuvre pour Robert Badinter, adoptée par le gouvernement le jour même où il quitte ce bureau. Il faudrait ajouter toute une politique donc en faveur des victimes, la réforme des tribunaux de commerce et puis l'informatisation. Mais je disais tout à l'heure, Paul Lefebvre, le mot de symbole, il ne s'agit pas seulement d'une politique mais d'un homme, un homme symbole. En effet, cet homme à 57 ans semblait pouvoir savourer son pain blanc. Avocat célèbre, professeur de droit reconnu, tout lui réussissait. Le 27 juin 81, lucide, il sut qu'en entrant place Vendôme, il allait lui falloir dorénavant accepter son pain noir. Par amitié pour un homme, François Mitterrand, par loyauté envers une éthique, la justice et l'homme. 56 mois d'efforts constants face à des attaques renouvelées et chaque fois diverses. Première étape, lui, le juriste, apprend son métier de gestionnaire politique, alors que dehors monte la haine de ceux qui l'accusent de toutes les insécurités. Deuxième étape, patient, tenace, parfois glacial, il maîtrise l'énorme machine judiciaire qui, à petits coups de barre, navigue chichement. Dans le monde judiciaire, la méfiance a fait place à l'attention. Troisième étape, contre vent et marée, son idée, sa morale de la société française pénètre lentement l'opinion publique qui rechigne parfois et lui fait payer. Robert Badinter est venu en politique pour exécuter le contrat passé personnellement avec François Mitterrand, avec des moyens de petite tirelire, faire une révolution dans les textes et surtout les esprits, c'est-à-dire faire admettre à une société en crise comme d'autres, mais pas plus que d'autres, qu'elle n'est pas vouée à une fatalité stérile de répression aveugle. Éthique, résumée dans l'exergue du code pénal, son principal héritage dont il ne sait pas qui va le consommer, le code pénal doit exprimer les valeurs profondes de notre société. Les peines qu'il comporte doivent être en harmonie avec la conscience collective de notre peuple. Robert Badinter à la présidence du Conseil constitutionnel, cela ne peut qu'ajouter au rôle prépondérant que pourrait être amené à jouer ce Conseil. On rejoint là notre habituel journal des législatives 86, quelque peu modifié ce soir. En cas de changement de majorité, en cas de cohabitation, la lecture de la Constitution pour arbitrer tout conflit sera en effet très importante. Sur le rôle du Conseil constitutionnel, les explications de Patricia Charnelet. Le Conseil constitutionnel, qui comprend 9 membres, 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat, veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs et surtout,
il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois. Pour cela, il doit être saisi entre autres par le président de la République ou par le Premier ministre ou bien par 60 députés. Le Conseil a par exemple rejeté, lors de la loi de dénationalisation, le texte sur l'indemnisation des actionnaires, jugé trop faible. Il a repoussé la possibilité pour les agents du fisc d'effectuer des perquisitions à domicile. De même, il s'est prononcé contre la fouille des véhicules. Les délibérations du Conseil sont secrètes et les décisions sans appel. En cas de partage, le président du Conseil a une voix prépondérante sur ses collègues. Alors, il reste l'interprétation politique, Paul Amar. Oui, le président de la République anticipe tout simplement comme un joueur d'échecs. Son adversaire, en l'occurrence l'opposition, est bien placé pour gagner et s'apprête à lancer un dernier assaut le 16 mars. Il ne reste au chef de l'État que quelques pièces, mais ce sont des pièces maîtresses qui, si elles résistent, peuvent provoquer au mieux un pacte, c'est-à-dire un match nul. Alors il les place aux endroits stratégiques, l'audiovisuel, il crée de nouvelles chaînes de télévision, les institutions, il nomme Robert Badinter, un juriste vigilant à la tête du Conseil constitutionnel. Patricia Charnelet vient de rappeler les pouvoirs de la Haute Assemblée, ils sont considérables. Le Conseil constitutionnel peut censurer un gouvernement, sans appel. Autrement dit, empêcher tout simplement l'application d'une loi. Il peut aussi lui demander de revoir sa copie. Il l'a fait à plusieurs reprises, avant 1981 et après 81, notamment sur les nationalisations. Les socialistes d'ailleurs n'avaient pas apprécié. L'un d'entre eux, André Léniel, avait même dénoncé ce gouvernement des juges et voulait le remplacer par une Cour suprême, une colère sans lendemain. Les socialistes doivent s'en réjouir aujourd'hui. Ironie de l'histoire, encore une. François Mitterrand ne s'est jamais si bien servi de cette Constitution, la Constitution de la Ve République, qu'il a toujours contestée et combattue jusqu'au 10 mai 81. Laurent Fabius a rendu hommage à M. Badinter, juriste éminent entre tous, mais dans l'opposition, François Léotard, Jean-Claude Gaudin, le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, parlent d'une véritable provocation. Et Jacques Barrot, le secrétaire général du CDS, pose une question. Comment M. Badinter pourra-t-il concilier le devoir de fidélité au président de la République et son devoir d'impartialité? Réaction voisine au RPR notamment, avec le commentaire du président du RPR, Jacques Chirac. Le Conseil constitutionnel est une institution qui s'est gardée jusqu'ici, et je ne doute pas que ce sera toujours le cas, des influences d'ordre politique. J'ai tout lieu de penser que le Conseil constitutionnel restera au niveau des responsabilités qui sont les siennes, c'est-à-dire au-dessus, bien entendu, de l'engagement politique. L'heure de vérité ce soir sur Antenne 2, juste après le journal, sera celle de Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste. Monsieur Jospin, bonsoir. Bonsoir. J'ai une seule question à vous poser avant l'heure de vérité. Vous avez peut-être entendu les réactions de l'opposition à la nomination de M. Badinter. Il parle de provocation. J'ai l'impression que c'est une manœuvre politique pour mieux contrôler le Conseil constitutionnel. La dernière personnalité de l'opposition que j'ai entendue a été plus modérée, et je crois que c'est juste. Je voudrais d'abord saluer Daniel Meyer, le président sortant du Conseil constitutionnel, qui a conduit les socialistes dans la résistance, qui a été le président de la Ligue des droits de l'homme, et qui, à 76, 77 ans, abandonne cette présidence. Et je crois que pendant toute sa présidence, il avait été lui aussi choisi par François Mitterrand. Il était un homme de conviction, mais aussi un homme de droit. Eh bien, personne ne s'est plaint des décisions du Conseil constitutionnel. Bien évidemment, il en sera de même avec une personnalité qui a la rigueur morale, intellectuelle, et qui a aussi, je crois, les qualités juridiques de Robert Badinter. Merci Monsieur Jospin, on vous retrouvera après ce journal dans l'heure de vérité. Et puis vous pouvez, vous téléspectateurs, joindre SVP 11 11. Cela donne le 16 1 47 87 11 11 ou 47 87 11 11. Vous retrouverez Jean-Louis Lossen, qui va mieux que son petit œil ne pourrait le laisser supposer. Ça va bien Jean-Louis, on vous retrouvera tout à l'heure pour l'heure de vérité. Et puis je vous rappelle que le nouveau ministre de la Justice jusqu'aux élections sera Michel Crépeau, l'ancien avocat, maire de La Rochelle. Il est remplacé au commerce et à l'artisanat par M. Bockel. Au Tchad, sur l'aéroport de N'Djamena, le trafic aérien et principalement militaire a repris normalement. Voici les premières images de la piste. Images tournées quelques heures après le bombardement par un avion Tupolev. Le cratère creusé par l'une des 4 bombes lâchées a été rebouché. Les dégâts sont donc effectivement minimes. On voit l'arrivée sur cette piste de N'Djamena. Mais c'était donc bien avant que les installations militaires défensives ne soient mises en place.
Voilà, Patricia Coste et Alain Saint, nos envoyés spéciaux au Tchad, viennent de nous faire parvenir le reportage suivant sur l'organisation du système antiaérien dissuasif qui est destiné à protéger l'aéroport de N'Djamena. Ce n'est plus l'opération Manta, c'est l'opération Épervier. Sur cet aéroport de la capitale tchadienne, les militaires français ont débarqué parmi le matériel des missiles Crotale. Trafic aérien intense au-dessus de N'Djamena. Les transals continuent à venir décharger tout ce qui est nécessaire au dispositif mis en place pour l'opération Épervier. Et aujourd'hui, on peut le dire, l'essentiel est arrivé. Les moyens techniques sont là pour assurer la protection aérienne. En particulier les fameux Crotales. Les commandants de l'air déchargent ici, dans ces grandes caisses vertes, les missiles solaires qui sont maintenant opérationnels. Ils étaient pratiquement montés le jour du bombardement libyen de la piste de N'Djamena, mais il manquait les radars de détection de longue portée. Maintenant, ils tournent. Les AML sont destinées aux Tchadiens. Une vingtaine d'entre elles sont déjà reparties vers le front dans les postes à proximité du 16e parallèle. Sur la base de N'Djamena, on estime maintenant qu'il y a 500 hommes, commandos de l'air, équipe anti-aérienne et techniciens. 2 Jaguars et ces 2 chiens de garde, 2 Mirage S20 sont actuellement à N'Djamena. Les autres sont à proximité en Centrafrique, prêts à venir se poser ici au cas où l'on aurait besoin d'eux. Les cours du pétrole brut ont fortement chuté une nouvelle fois et se situent maintenant en dessous de la barre des 15 $ par baril, c'est-à-dire leur plus bas niveau depuis 1979. La monnaie américaine, le dollar, est également à la baisse. À Paris, un dollar était coté 7 francs 09, 12 centimes de moins qu'hier. Et à Londres, pendant les cotations, on est même descendu en dessous des 7 francs. Cette baisse du dollar provoque quelques soucis aux entreprises françaises qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'exportation. Ainsi, la société Environnement SA, qui est située à Poissy dans les Yvelines, cette société fabrique des instruments de mesure, 2 tiers de sa production est exportée. L'enquête de Nicolas Jacobs et François Granier. Il suffit de souffler pendant 10 secondes et le verdict tombe. La moindre trace d'alcool dans la laine est détectée par cette machine. L'éthylomètre, c'est son nom, équipera dans quelques mois la gendarmerie. C'est le dernier succès d'Environnement SA, une entreprise spécialisée dans les instruments de mesure et qui exporte les 2 tiers de sa production. A priori, elle devrait se réjouir de la baisse de la monnaie américaine. Elle va payer moins cher les composants électroniques qu'elle importe en quasi-totalité et paye en dollars. Seulement voilà, il y a une contrepartie. Les produits américains redoublent de concurrence. Les Américains ont presque tendance à devancer donc cette baisse du dollar pour apporter un plus dans leur discussion. Exemple, on est en concurrence avec un constructeur américain sur l'Inde, sur un gros réseau dont on discute les discussions depuis plus d'1 an. Actuellement, on est de moins en moins compétitif et il y a des risques juste au moment de la décision finale. Avec des factures réglées en dollars, Environnement SA a profité au maximum des envolées de la devise américaine. Aujourd'hui, elle en subit le contre-coup. Mais il existe des possibilités de se prémunir contre des fluctuations importantes d'une devise en souscrivant une garantie de change. Alors, si la monnaie a augmenté, il y a un bénéfice de change et c'est notre compagnie qui en bénéficie. Si la monnaie a perdu de sa valeur, il y a une perte de change et cette perte est entièrement couverte par notre compagnie. L'exportateur est payé dans les mêmes conditions que s'il avait été payé au moment de la signature du contrat. Il n'a aucune perte de change, c'est nous qui la supportons et d'ailleurs nous nous en couvrons nous-mêmes en utilisant des techniques assez sophistiquées. Le coût d'une garantie de change varie de 1 à 2% du montant du contrat. Une opération qui peut s'avérer rentable quand on sait qu'en 1 an, le dollar a perdu quelques 30%. L'homme de 42 ans qui a vécu pendant 4 jours grâce à un cœur artificiel posé par l'équipe du professeur Alain Carpentier à l'hôpital Broussais à Paris a subi la nuit dernière une transplantation cardiaque. Le cœur artificiel a donc permis à ce malade d'attendre la greffe d'un cœur humain que l'on est allé chercher à Lyon. Commentaire de Lucie Soboul. Ce cœur artificiel a donc permis de faire le relais. Après avoir rendu service pendant 5 jours, il a finalement été remplacé par une greffe cardiaque. Le malade est toujours en chambre de réanimation. Son état est jugé critique par les médecins qui restent très prudents.
L'opéré est soumis à un traitement destiné à éviter le rejet de sa greffe. L'équipe médicale craint désormais moins le rejet que le risque d'une infection. Le malade a reçu le cœur d'un jeune Lyonnais, accidenté de la route. Hier soir, le prélèvement a été effectué à Lyon, puis le cœur transporté jusqu'à Paris par avion et greffé 2 heures plus tard, dans la nuit. C'est grâce à un service de l'armée de l'air, le GAEL, que de tels transports d'organes sont possibles en un minimum de temps. L'armée, alertée par les services hospitaliers, envoie un appareil à bord duquel se trouve le médecin qui va prélever l'organe. Il faut agir le plus rapidement possible entre le prélèvement et la transplantation sur un patient. L'organe à greffer doit parvenir en 4 heures en salle d'opération. L'armée assure ainsi une 60aine de transports d'organes par an. C'est grâce à cette course contre la montre que la collecte d'organes est possible. L'histoire de Lise Alexandre, qui a fait l'objet d'une mesure d'internement à la demande de son frère, connaît aujourd'hui un nouvel épisode avec des rapports d'expertise, rapports qui ne contestent pas l'internement. Nous avons décidé avec Bernard Pelé et Marcel Tria de suivre jusqu'au bout cette affaire entachée d'irrégularités, mais sur laquelle on ne peut conclure définitivement. Le 11 décembre 1985, cette femme milliardaire se retrouve à l'hôpital psychiatrique. C'est son frère qui a demandé son placement volontaire. À l'appui de sa demande, la signature d'un médecin. C'est la loi de 1838 qui exige cette signature et qui précise « Le médecin qui signe le certificat ne peut en aucun cas recevoir le malade dans l'établissement où il travaille. Ceci pour éviter toute manipulation. » Dans un premier temps, Lise est internée ici, dans cet hôpital de banlieue, où n'exerce pas le docteur X. Jusque-là, pas d'infraction. Mais dans un deuxième temps, le médecin obtient le transfert de Lise dans son hôpital grâce à la signature d'un confrère. Dans les faits, la loi est contournée. Deuxième fait troublant, au début de son internement, Lise demande de l'aide. « Je suis à la clinique contre mon gré », précisait-elle. Or, aujourd'hui, elle s'y trouverait bien, d'après ses dernières déclarations. 3 experts psychiatres ont été désignés pour pratiquer une expertise. Ils confirment aujourd'hui le bien fondé médical de l'internement. Les experts ont donc rendu leur verdict. L'état de Lise ne permet pas sa sortie immédiate et justifie son maintien dans l'établissement où elle est placée. En clair, Lise restera enfermée sous la garde vigilante des psychiatres. Je vous fais grâce des termes savants qui justifient cette conviction. Je note cependant que Lise a subi 8 séances d'électrochoc. Je relève aussi l'insistance des experts psychiatres à souhaiter chez Lise une attitude critique à l'égard d'elle-même, comme si l'on voulait lui faire avouer une faute. Le docteur X, dans le premier certificat de placement, se fondait entre autres sur des dépenses qu'il jugeait inconsidérées pour justifier l'internement. Comme si les psychiatres étaient des juges chargés de ramener par la force dans le droit chemin les citoyens trop dépensiers. Il est possible que Lise soit atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins, bien que la plupart de ses proches le contestent formellement. Possible aussi qu'elle ait été abusée par des amis intéressés par sa fortune, même si des informations confidentielles nous permettent d'affirmer que son patrimoine était parfaitement géré. Mais cela justifie-t-il que l'on fasse subir à cette paisible femme de 63 ans le traitement de choc imposé habituellement à des fous dangereux, comme on dit, et qu'on la mette au secret? La loi le permet? Oui. Une loi qui date de Louis-Philippe, un temps où l'on se souciait un peu moins qu'aujourd'hui des libertés individuelles. Arrestation à Grenoble d'une femme, une militante de la Ligue communiste révolutionnaire, soupçonnée d'avoir hébergé l'un des dirigeants présumés du groupe terroriste Fraction Armée révolutionnaire libanaise, Georges Ibrahim Abdallah. La 5 fera sa publicité et ses programmes à partir de demain, mais la 6 pense démarrer les siens le 1er mars. Elle vient de recevoir les conclusions de la haute autorité sur son cahier des charges, mais comme Antenne 2 vous le recommande aujourd'hui, pour vous faciliter la vie, eh bien, on a réuni les meilleurs ici. Alors restez fidèles à la 2. Et puis, dans ce domaine des médias, à noter la déclaration de Jacques Chirac, qui estime que l'idée de privatiser tout de suite 2 des 3 chaînes nationales de télévision, en cas d'alternance, le 16 mars prochain, lui paraît devoir être remise en cause. Enfin, je vous signale que le journal Le Monde, ce journal ne ressemble pas tout à fait à tous les autres, parce que le journal Le Monde a décidé de s'exporter en Chine. 20 000 exemplaires comme ceux-ci seront tirés en langue chinoise pour cette édition spéciale, afin de faire découvrir le monde aux Chinois. Création au Palais des Congrès à Paris du spectacle de Maurice Béjart, Dionysos. Le phénomène Béjart et son ballet du XXe siècle déclenchent un bel enthousiasme populaire. Il y a un peu de tout, une sorte de puzzle dans ce programme, soutenu aussi bien par des extraits de Wagner que par de la musique grecque. Reportage de Jean-Claude Darigo et Frédéric Basile.
Béjart ou le ballet intelligent, c'est le titre d'un récent ouvrage britannique qui rend compte de l'œuvre déjà abondante du chorégraphe français. Mais au-delà d'un titre, on tient peut-être là la meilleure définition du dernier ballet de Maurice Béjart, Dionysos. C'est un rêve. C'est un rêve et c'est en même temps un faites-le vous-même, dans le sens que je propose des images, et puis l'histoire, il faut se la faire. Parce que je crois que le ballet est là pour faire rêver, pour faire imaginer, pour faire vivre les gens, mais je ne vous raconte pas une histoire, je vous donne les clés d'une histoire. Une histoire dramatique qui met en scène la rencontre mythique de la Grèce d'aujourd'hui, concrétisée par les rythmes du musicien Hadjakis, de l'Allemagne de Wagner et des beautés formelles de la Grèce antique. À l'arrière, omniprésent, le fantôme de Nietzsche, dont on sait qu'au XIXe siècle, il redécouvrit le monde hellénique, sa pensée, ses fantasmes, au point de s'identifier lui-même jusqu'à la folie au dieu Dionysos. Le Dionysos de Béjart, Michel Gascard, un jeune danseur qui trouve ici sa première grande interprétation. Vous êtes un pur produit de l'école Béjart, vous ? 100%. Alors ça signifiait quoi pour vous? Beaucoup d'ascèse, beaucoup de travail, beaucoup de quoi? Beaucoup de bêtises. D'abord parce qu'on se heurte à beaucoup de murs tout autour de soi avant de comprendre où est la direction. Et puis on commence d'abord très jeune, peut-être trop jeune, enfin 16 ans. Et puis on progresse tout doucement, on rencontre le grand maître, on le rencontre, et puis ça devient un ami peut-être. Et puis surtout, ça devient un maître à penser. Dionysos de Béjart, un ballet, mais aussi, et peut-être autant, une méditation tragique sur l'homme à la recherche de son identité. Le sommet de la francophonie s'est achevé aujourd'hui à Versailles. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient représentés à ce sommet qui vaut à peu près 120 millions de personnes qui parlent le français de par le monde. Et au cours de ce sommet, on a souvent parlé de la lutte à engager, notamment sur le plan commercial, face à l'anglais, face à l'américain. Alors nous avons demandé à notre correspondant aux États-Unis, Jacques Abouchard, d'aller voir ceux qui continuent, malgré tout, malgré la langue américaine, à parler français. Cela se passe avec ce reportage de Jacques Abouchard dans le Massachusetts. Comme tous les soirs, l'abbé Morissette et ses amis Fléchette, Leclerc et Doucette se retrouvent au café Le Passe-Temps pour une partie de cartes. Tout ici rappelle le terroir français. La scène se déroule pourtant à Lowell, ville industrielle du Massachusetts. Le journal a été fondé en 1975 par Raymond Barrette. Depuis une dizaine d'années auparavant, il n'y avait pas de journal français. À Lowell, les 35 000 francophones de la ville, un tiers de la population, reçoivent également les programmes du Québec voisin. Très bien. Elle vient de déménager, ce ville? Oui, il vient de déménager. Les Franco-Américains du Massachusetts sont arrivés du Canada il y a plus d'un siècle, attirés par la révolution industrielle aux États-Unis. Paysans de père en fils, ils sont devenus ouvriers. Noyés parmi les anglophones, ils vivaient entre eux, obsédés par la mise en garde de leur prêtre qui leur disait « Perdre sa langue, c'est perdre sa foi ». Ils n'ont renoncé ni à l'une ni à l'autre, malgré un brassage qui a fait d'eux de vrais citoyens américains. Et moi, je suis un franco-américain de la 4e génération. Mes arrière-grands-parents sont venus ici à Lowell et puis nous sommes toujours restés ici. Alors les Français, les Canadiens français sont venus ici pour travailler dans les filatures. Les grands manufacturiers envoyaient des agents recruteurs au Québec, leur disant que c'était très bien ici, qu'ils feraient de l'argent, ils venaient travailler dans les filatures, tout ça. Alors ils ont commencé à venir à grand nombre, et puis à la centaine. Alors, en un rien de temps, il y a eu un petit Canada ici. On parle de plus en plus français. Maintenant, les petits-enfants parlent français maintenant. Ils commencent à parler français. À l'école Saint-Louis de Lowell, établissement secondaire à 100% américain,
le français n'est pas vraiment une langue étrangère. Les enfants, comme leurs parents, ne veulent pas oublier. Sport, c'est officiel, Bernard Tapie et Michel Hidalgo ont signé un accord les liant à l'Olympique de Marseille. Le groupe Tapie sera majoritaire au sein du comité de gestion. L'entrée d'un industriel dans le monde du sport pourrait également se faire à Laval. Le couturier parisien Daniel Echter pourrait ainsi reprendre du service dans le football français. Reportage de Lionel Chamoulot. Loin de l'effervescence de la Canebière, à Laval, sur les bords de la Mayenne, on prépare tout de même une petite révolution en faisant appel à Daniel Echter. Nous sommes dirigés vers lui, surtout parce que c'était un passionné de football et qui nous a semblé être une des personnes susceptibles de nous venir en aide. Étant donné que toutes les recherches que nous avons entreprises nous-mêmes, au niveau de la région, ont été jusqu'à présent infructueuses. Echter et le football. En 1977, à la suite de l'affaire de la double billetterie du PSG, le couturier est interdit de toute fonction. Mais le Conseil d'État casse cette décision. Echter peut revenir aux affaires. À Laval, il est même plébiscité par les supporters pour qu'il accepte de fournir une aide financière importante pour poursuivre l'aventure en première division. La balle est dans son camp. J'ai pas dit non, j'ai pas dit oui non plus, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le football professionnel, c'est aussi une affaire de finances, une affaire d'argent, et que il faut savoir quelle est la volonté de la région et de la ville. Alors, je sais qu'ils ont fait un référendum hier, j'ai appris que j'avais été plébiscité ce matin. Maintenant, je vais demander à rencontrer la municipalité et les gens de la région, conseil régional, voir quel est l'avenir du football lavallois. En tout cas, dans ce club tranquille et sérieux mais au budget limité, cette éventuelle arrivée est bien accueillie par les joueurs et l'entraîneur. Notre politique actuelle est faite de jeunes du centre de formation. L'arrivée d'un monsieur comme Daniel Echter nous permettrait de les conserver. J'ai dit, et je le répète, que notre équipe est une équipe perfectible. Il suffit de la conserver 3 ou 4 ans et je donne rendez-vous aux meilleurs dans 3 ou 4 ans. Laval, le petit, prend les devants pour ne pas disparaître face aux clubs des grandes villes et pour retrouver vite aussi la Coupe d'Europe. Il y aura un quartet demain à Vincennes. Voici les pronostics de Pierrette Bresse pour cet hippodrome de Vincennes dans le prix de Visil. Elle vous recommande de jouer le 12 Piquil, le 5 Prince Erégor, le 4 Poroto, le 11 Ofex Sova, l'As Patte de Crépieux, le 15 Nador Cléville, le 2 Paulus du Perron et le 9 Olivera. Voilà, et puis la météo avec Laurent Boussier, il y a toujours de la neige. Et oui, et les températures n'en finissent pas de baisser. On croyait les gelées parties, pas du tout, elles s'incrustent. Alors les gelées s'incrustent, mais les nuages, eux, s'éloignent. Regardez la photo satellite. Enfin, la situation aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages, surtout sur toute la moitié sud du pays. Mais tout s'éloigne, ces nuages vont s'éloigner vers l'est. Avant l'arrivée de cette nouvelle perturbation, ça nous laisse à peu près 24 heures où de l'air froid venu du nord va envahir l'air de la France. De l'air froid, certes, mais de l'air sec. Regardez la carte du temps prévue pour demain, il y a beaucoup moins de nuages. C'est vrai, il va faire froid demain matin, moins 14 dans l'est, moins 7 dans le nord, et puis des brumes presque partout. Mais dans la journée, le soleil arrive, un soleil assez clair, avec quand même un ciel un petit peu voilé par quelques nuages d'altitude. Tout ça sur l'ensemble du pays, sauf sur l'extrême est, sur la Franche-Comté et sur le nord des Alpes. Le ciel restera nuageux avec encore quelques chutes de neige qui s'évacueront dans la soirée vers l'est. À noter également le Mistral, la Tramontane et quelques risques d'averses sur la Corse. Les températures, elles, continuent de baisser. Regardez, toujours des températures négatives au meilleur moment de la journée sur tout le quart nord-est du pays, avec moins 5 à Nancy, moins 2 à Strasbourg, des températures qui restent très froides, 0 à Paris. Sur l'ouest de la moitié nord, 4 degrés quand même, à Brest, enfin sur la moitié sud, de 1 degré, jusqu'à 13 degrés uniquement en Corse. Notre agenda pour terminer, comme tous les soirs, sur cette magnifique mer. Demain, c'est le jeudi 20 février, le soleil se lève à 7h52, se couche à 18h18, ça nous fait 4 minutes de soleil en plus, ça nous fait 2h15 depuis le 21 décembre et c'est la Saint-Aimé. Dans l'actualité de ce 19 février, je vous rappelle la nomination à la présidence du Conseil constitutionnel de M. Robert Badinter. Le nouveau ministre de la Justice est Michel Crépeau. Juste après le journal, l'heure de vérité de Lionel Jospin. Et puis à 23h10, Philippe Arroir vous présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. Philippe Arroir évoquera avec nos confrères de Time Magazine et de la ZDF les élections vues par les correspondants de l'étranger. À demain 20h, bonsoir, merci.